confidentiel sur Mazlek reçoit. Georgette Toussaint, présidente de la Dynamique gabonaise des femmes, invitée de confidentiel sur Mazlek Info. Comment vous définissez-vous, bien au-delà des aspects révélés de votre personnalité publique? Je suis une femme d'affaires. J'ai plusieurs cordes à mon arc. J'évolue depuis 30 ans dans le monde des affaires. Que ce soit au Gabon, mais plus à l'extérieur du Gabon. Et j'essaye de trouver du temps pour donner et de partager mon expérience aux femmes en leur lançant dans l'entrepreneuriat, pour qu'elles soient autonomes. Donc j'essaye de partager mon expérience, mes compétences et ma disponibilité auprès des femmes, que ce soit les femmes des marchés, que ce soit les femmes rurales dans l'agriculture, qui est un pan très important de nos activités. Nous avons déjà sur pied 4 coopératives et nous sommes en train de créer d'autres sur toute l'étendue du territoire. Ce qui me qualifie le plus, c'est la simplicité, la disponibilité. Je ne me prends jamais la tête, je me mets au niveau de tout le monde et j'écoute, je suis plus à l'écoute. Je joue aussi à certains moments un rôle de conseillère, parfois même de psychologue. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont dans le doute et qui se retrouvent aussi dans des problèmes, abandonnés. Il y a énormément de femmes qui sont abandonnées, des veuves. Donc il faut vraiment avoir beaucoup de tact et beaucoup surtout l'écoute et leur redonner l'envie de se battre pour la vie, pour leur propre vie, pour la vie de leurs enfants, pour qu'elles repartent sur des nouvelles bases en leur disant que le monde ne fonctionne pas que par les autres, mais ça doit commencer par soi-même. Donc voilà, en gros, ce que je suis et ce que je fais. Donnez-nous une idée, soit d'un objet, soit d'un élément naturel ou d'un chiffre, qui soit pour vous une sorte d'élément porte-bonheur. Je pense, je n'ai pas de chiffre porte-bonheur, mais plutôt un élément naturel qui est mon porte-bonheur, c'est le soleil. Le soleil me fascine. Il m'a toujours fasciné. Parce que il se lève le matin, il réchauffe la planète, il réchauffe nos cœurs, il nous anime. Parce que, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, c'est la grisaille partout. Ça ne vous donne pas envie de bouger. Ça vous donne plutôt envie de dormir. Or, quand le soleil vous donne cette énergie avec la belle vitamine D qu'elle nous apporte aussi, donc voilà, c'est un élément qui me fascine beaucoup. Donc, que j'aime constater son lever et aussi
sa descente et son coucher. Parce qu'il y a la descente. Il faut bien l'observer quand il descend et quand il va totalement se coucher. Et les nuances, ce qui me fascine le plus aussi dans cet élément qui est le soleil, c'est les nuances. Parce que les nuances dans son lever ne sont pas les mêmes qu'il arbore lors de son coucher. Alors il m'arrive le matin d'observer son lever et aussi d'aller observer son coucher. Je prends ma voiture, je vais au bord de mer, je m'assois sur une bille de Koumé en sachant que à partir de 17h, 17h30, allez, le coucher du soleil il va aborder maintenant sa descente vers son coucher. Et c'est fascinant. C'est très fascinant. Et ça me laisse beaucoup à réfléchir. Ça me fait comprendre que la nature nous apprend beaucoup et nous apporte également énormément. Et nous devons la respecter. Et voilà. Parlez-nous de moments ou événements inoubliables de votre vie, un côté bon souvenir et un côté mauvais souvenir. Alors, côté bon souvenir, c'est mon premier accouchement, la naissance de ma fille. La naissance de ma fille. Alors ça, ce fut un moment, un bon moment. Vous savez, j'ai eu ma fille très jeune, 18 ans, pile poil. Il me manquait juste 3 jours pour avoir 18 ans. Je me souviens toujours, d'ailleurs, le moment où la sage-femme me l'a apporté et me l'a posé contre mon cœur. Parce qu'elle me l'a posé contre mon cœur. J'ai regardé ce petit être qui était un cadeau. Je me suis dit, c'est moi qui ai fait ça. Alors, pour moi, ce fut là une révélation, un challenge. J'ai compris que j'avais désormais un challenge de me battre, de réussir dans ma vie pour elle, pour lui apporter tout ce dont elle aura besoin. Et voilà le bon moment que je savoure encore jusqu'aujourd'hui, même si elle est déjà grande, mais c'est toujours mon petit bébé que j'adore. Elle est devenue elle-même déjà une femme, mais bon, voilà le meilleur moment pour moi de ma vie. Alors, le mauvais moment, il y en a eu à des degrés, mais le plus mauvais moment, c'est le 31 août 2016, le bombardement du QG de Jean-Ping. Parce que j'y étais. J'y étais au moment où la première intonation, la première bombe a été lâchée dans le QG. C'est tellement un moment douloureux que je revis toujours parce que j'ai vécu ça toute la nuit. Les cris, les larmes, la peur, l'angoisse. On ne savait pas si vraiment on allait voir tous le jour, si on allait survivre, parce que il y avait déjà de nombreux blessés. C'est la première fois que j'ai été confrontée. Toute ma robe ce jour-là, je l'ai gardée, qui était ensanglantée parce qu'il fallait aider les nombreux blessés. C'est à ce moment, je me suis retrouvée au 3e étage, dans une salle du 3e étage, avec plus de 400 personnes, à majorité des jeunes.
la majorité des jeunes, avec le défunt Maître Méré, paix à son âme. Moi, je connaissais rien des premiers secours. Je connaissais rien du tout. Je connaissais rien des premiers secours. Alors, on s'est retrouvé avec des nombreux blessés. Ce qu'il fallait aller chercher dehors, parce qu'il y en a qui se sont quand même traînés devant notre porte, qui cognaient. Il fallait aller les secourir. Et Maître Méré nous a appris ou appuyé pour stopper l'hémorragie, les hémorragies. Donc, pour moi, ça restera, je pense, jusqu'à ma mort, le pire souvenir, le pire moment de ma vie. Vous savez, il y en a, on a des mauvais moments. Nous perdons des gens que nous aimons. Moi, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu plein de frères et sœurs. Mais de savoir que eux, ils étaient malades au moment de mourir, ça c'est une chose. Mais de savoir que ceux qui meurent là, devant vous, ils n'étaient pas malades, ils étaient pleins de vie, parce que avant le bombardement, il y avait la joie, les gens dansaient, il y avait la musique, on voyait la joie partout. Et de voir ces jeunes-là partir comme ça restera, je pense même que je n'aurais pas à vivre pire situation que cette situation-là. Voilà. Enfant, que rêviez-vous d'être? Et quel parallèle faites-vous avec votre actuelle posture dans la société? Ça va peut-être surprendre beaucoup de personnes. J'ai rêvé d'être pêcheur. Pêcheur. Je vous explique. Moi, je suis née à Kulamutu. Nous sommes arrivés, mon père, il était sous-préfet. Donc, quand il a été affecté à Libreville, j'avais 1 an et demi. 1 an et demi. Et à 2 ans, ma mère avait pris l'habitude de ne pas me laisser quand elle allait acheter du poisson au débarcadère. À l'époque, le débarcadère était à Lalala à droite. Et nous regardions parfois des pêcheurs aller prendre leur pirogue qui était vide, se lancer à l'eau. Nous, on attendait, on pouvait attendre 4 heures, 5 heures de temps. À l'époque, on était assis là, ils partaient vite. Mais quand ils revenaient, les pirogues étaient pleines de poissons. Alors, dans mon esprit d'enfant, je me disais, est-ce qu'il y a les poissons les attendaient quelque part? Je demandais à ma mère, est-ce que les poissons? Elle dit non, les poissons vivent sous l'eau. Alors, je m'imaginais que à la vue des pirogues, peut-être que les poissons remontaient à la surface pour que les pêcheurs les ramassent. Je ne savais pas encore ce que c'était la pêche. Et les gens qui attendaient sur la berge, sur la plage, que les pêcheurs reviennent, il y avait des femmes. Il y avait les femmes des pêcheurs qui attendaient leur mari. Je lisais l'angoisse sur leur visage. Je lisais l'angoisse. Je les voyais, il y en avait qui embrassaient leur mari avant de se lancer à l'eau et tout. C'est un métier qui demande beaucoup de courage, beaucoup de force, parce qu'il faut aller braver les eaux, la mer, les vagues. On n'est pas sûr de revenir. Et combien de pêcheurs qui sont partis, mais qui ne sont plus jamais revenus. C'est l'un des métiers pour lequel j'ai beaucoup de respect. Parce qu'on n'est pas sûr de revenir. On n'est pas sûr de revenir. C'est pour ça que je me disais, quand je serai grande,
je serai pêcheur. Je l'ai un peu réalisé, mais c'est comment on va dire, je suis partie à la pêche parce qu'on avait un bateau de plaisance. Donc, bon, on faisait la pêche juste pour la plaisance. Alors, quel parallèle je peux faire? C'est que on peut dire, je pêche, mais dans les hommes. Au lieu d'aller pêcher les poissons, je pêche les hommes. C'est-à-dire, il faut donner à ceux qui n'en ont pas, il faut les retirer. Il faut les retirer de leur... Vous savez, je reçois énormément de femmes qui ont perdu vraiment l'espoir à la vie. Il y a même des envies de suicide. J'ai entendu que madame, moi j'ai envie de me suicider. J'ai dit, mais si vous vous suicidez, c'est pas ça la solution. Et vos enfants? Pensez à vos enfants. Donc, je suis ce parallèle-là, c'est que je pêche les hommes, je leur redonne la force, l'espoir, je leur redonne l'espoir, je dis, on va se battre ensemble, moi je serai à vos côtés, je vais vous soutenir, ne vous inquiétez pas, on va y arriver, et beaucoup s'en sortent maintenant. Quelle personnalité vous inspire le plus et pourquoi? Ah, ça, c'est pas le personnage qui m'inspire, c'est mon père. Ah oui, mon père. De bien loin. Parce qu'il a fait de moi ce que je suis. Vous savez, je fais partie d'une grande fratrie. Une très grande fratrie. Et je fus pendant très longtemps la Benjamine de cette fratrie. Et il y avait un grand écart d'âge entre moi et mon père. Il m'a tout appris. Il m'a appris la loyauté. Il m'a appris le courage. Il m'a appris l'humilité. Il m'a donné toute sa sagesse qu'il avait accumulée au fil des années. Moi, je l'ai reçue parce que j'étais sa petite dernière. Il m'a appris la pêche aussi. Je l'accompagnais partout à la pêche. Je l'accompagnais même à la chasse. Il faisait une petite chasse, pas une grande chasse. Il faisait la chasse aux oiseaux. Donc, je me rappelle encore de nos moments qu'on partageait dans la forêt quand il allait tirer les oiseaux avec sa petite carabine de 5,5. Donc, et il m'a transmis des valeurs nobles dans le respect de toutes choses, le respect de la vie. Donc, le personnage, c'est mon père. C'est mon père qui ne se plaignait jamais. Je ne l'ai jamais vu se plaindre. Il se contentait de très peu, de vraiment très peu. Il a travaillé toute sa vie. Il a terminé administrateur civil au ministère de la fonction publique. Et même quand il a pris sa retraite, il a terminé à l'assemblée départementale d'Ultème. Je ne sais pas trop pourquoi. Bon, parce que c'était un homme aussi qui aimait travailler. Il m'a donné le goût de la lecture. Le goût de la lecture, parce que c'est lui qui m'a appris à lire, parce que c'était d'abord un ancien instituteur. C'était un ancien instituteur. Il se contentait de très peu. Je ne l'ai jamais vu se plaindre de quelque chose. Même quand la nourriture qui lui était réservée, quand il nous regardait et qu'il sentait que nous, on n'avait pas été
rassasié et tout. Il nous l'a redonné. Il nous l'a redonné. Voilà, donc c'est mon père. C'est mon père. Quelle empreinte de votre vie souhaiteriez-vous que l'on retienne après votre passage sur la terre des vivants? Alors, l'empreinte, je dirais l'amour et la générosité. L'amour et la générosité, ce que je peux donner, ce que j'ai pu donner. Et j'aimerais faire plus et j'espère faire encore plus que ce que j'ai déjà commencé à faire. Parce que quand Dieu vous a, je ne vais pas le mentir, parce que si je mens, ce n'est pas aussi bien vis-à-vis de Dieu. Je suis très croyante, pratiquante. Dieu m'a rempli, il m'a donné. Et j'espère, moi, en contrepartie, redonner aux autres ce que j'ai reçu. Voilà. C'est cette empreinte-là que je voudrais que les gens retiennent de moi. Mon amour pour les autres, ma générosité, c'est tout. Je ne voudrais pas autre chose. Et que le jour de ma mort, j'en rigolais un peu avec un de mes prêtres frères, parce qu'on a fait l'école ensemble. Je lui disais la dernière fois, je disais, ah padre, le jour de ma mort, je trouve que les décès sont trop tristes. Il me dit pourquoi? Je dis mais par les chansons que, parce que ça attriste les gens, ça fait pleurer les gens. Il dit mais qu'est-ce que tu... Je dis non, moi j'aimerais qu'à ma mort, vous me chantez l'hymne à la joie. L'hymne à la joie. Parce que je pars dans la plénitude. Je ne partirai pas avec des regrets dans ce monde. Non. Donc, je voudrais que vous chantez les hymnes à la joie. Il m'a dit, mais les hymnes à la joie ne font pas partie du processus. Je dis oui, mais vous allez faire une exception pour moi. Et j'espère et je compte sur vous si je pars avant vous. Et ça, je le dis aussi à mes enfants. Je leur dis, ne pleurez pas, je vous ai tout donné, je vous ai tout appris. Je ne voudrais pas que vous pleurez. Souvenez-vous seulement des bons moments que nous avons passés ensemble. Souvenez-vous des valeurs que moi je vous ai transmises. Soyez forts, mais je ne veux pas des larmes et des pleurs. Au contraire, je veux des rires. Je veux être accompagnée dans l'allégresse. Dans l'allégresse, voilà ce que je voudrais.